Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. 3 titres dans ce journal. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. La commission électorale indépendante, la CEI, dans une déclaration, a rassuré les populations sur le bon déroulement du scrutin présidentiel. Toujours en Côte d'Ivoire, la relance des activités des sociétés du secteur privé au centre des entretiens hier entre le Premier ministre Ahmed Bakayoko et la Confédération générale des entreprises. De nouveaux échanges après les discussions tenues le 21 septembre dernier dans le district d'Abidjan. Enfin au Mali, 3 jours de deuil national décrétés en mémoire des victimes de la récente double attaque survenue dans le centre du pays. Côte d'Ivoire, donc, l'inauguration hier par le Premier ministre Ahmed Bakayoko des postes sources de Anani dans la commune de Port-Boué et de Bingéville. Ces 2 postes électriques vont améliorer la qualité de l'électricité à Port-Boué et à Bingéville. Coût de la construction de ces 2 ouvrages, 12,44 milliards de francs CFA. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. Elles n'ont pas voulu se faire compter cet événement. Les populations de Port-Boué et ses environs ont effectué le déplacement pour vivre avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko l'inauguration des postes sources d'Anani et Bingéville, des infrastructures électriques qui vont sensiblement améliorer leurs conditions de vie. Ce poste est équipé donc 10 départs qui permettent donc d'irriguer les différents quartiers que sont le sud d'Abidjan et la zone sur la route de Bassam. Il permettra de façon sûre d'alimenter tout le développement qui se fait entre Abidjan et donc Bassam. Avec la mise en service de ces ouvrages, la Côte d'Ivoire fait passer le nombre de ses postes sources à 65 contre 45 en 2011. Ceci pour répondre à la demande en électricité qui ne cesse de s'accroître. Lorsqu'on regarde le nombre d'abonnés à l'électricité, le nombre d'abonnés a doublé en 9 ans. De façon pratique, avec ces travaux, les temps moyens de coupure, donc les coupures d'électricité, vont baisser ici à Anani et à Benjerville. Et quand je dis Benjerville, c'est toute la zone de Benjerville, Faya et les autres zones qui sont à côté. Moins de baisse de tension, moins de coupures de courant, en somme, une énergie de meilleure qualité, reflet de la croissance et du dynamisme économique de la Côte d'Ivoire. On a fait en sorte d'être autonome, d'avoir même de la marge, de confort et donc de jouer un rôle dans le secteur du marché sous-régional d'électricité. Voilà un secteur qui était un secteur en déficit, qui était un secteur en détresse et qui a été reformé et qui aujourd'hui est un secteur qui est le meilleur reflet du dynamisme de l'économie ivoirienne, le meilleur reflet de la croissance économique. Le coût de ces investissements est estimé à 12,44 milliards de francs CFA, financés grâce à un appui de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Plusieurs autres postes sources sont en construction sur toute l'étendue du territoire. L'ambition est de doter le pays de 75 postes à l'horizon 2022. Dans l'agenda du Premier ministre ivoirien également, les échanges hier avec le patronat pour faire le point de leurs discussions tenues le 21 septembre dernier. Ahmed Bakayoko et les dirigeants du secteur privé ont planché sur la relance des activités des entreprises. Lanciné Bakayoko. Cette rencontre a regroupé toutes les organisations représentatives du secteur privé et fait suite à la première entre le chef du gouvernement et les hommes d'affaires le 16 septembre passé. Le groupe de travail mis en place par les 2 parties a élaboré une matrice de 13 points clés. Pour l'essentiel, ces points sont relatifs aux mesures d'accompagnement liées à la Covid-19, à la situation fiscale et financière des entreprises ou encore à la réalisation de 3 études portant sur des réformes structurantes. Pour nous, secteur privé, ce rythme de rencontre à cette période précise de l'année, cette période précise de la vie politique de notre pays, qui est une période que nous savons très chargée, témoigne largement de la volonté du Premier ministre, de la volonté du gouvernement d'instaurer un partenariat dynamique avec le secteur privé. Au niveau de la dette intérieure, les efforts fournis par l'État ont été reconnus. À titre d'exemple, le secteur des BTP, dont les créances s'élèvent à 33 milliards de francs CFA,
a vu une bonne partie de sa dette apurée. Même chose pour les établissements d'enseignement privés, auxquels l'État doit 34 milliards. Quant au remboursement des crédits de TVA qui culmine fin août à 39 milliards, le gouvernement maintient le pied sur le frein. Le secteur privé demande qu'un certain nombre de leviers soient actionnés pour accélérer les paiements. Il y a des points où on a une convergence de vues, on a des accords. Il y a des points qu'il faut approfondir et nous reverrons très bientôt pour donner des réponses précises au secteur privé. Et tout cela dans l'esprit de ce partenariat renforcé que nous avons appelé dès notre accession à la fonction de Premier ministre. Plusieurs autres points clés sont encore en discussion. Il s'agit entre autres des points liés au coût astronomique des contrôles d'instruments de mesure découlant de la Convention des délégations de services publics entre l'État et l'entreprise Côte d'Ivoire Métrologie. Il s'agit également du recouvrement par le district d'Abidjan auprès des télécoms et des banques de la taxe dite taxe sur les pylônes de diffusion des signaux de communication, dont les sommes avoisinent pour certaines entreprises le milliard de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, l'ouverture aujourd'hui de la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Le président de la commission électorale indépendante a donc fait une déclaration. Ibrahim Koulibaly Kouibiert a rassuré les populations sur le bon déroulement du scrutin présidentiel. Les précisions de Sidonie Davila. Après le démarrage de l'opération de distribution de la carte d'électeur, la commission électorale indépendante annonce une autre étape du processus électoral aussi importante que les précédentes, la campagne présidentielle. La dernière étape, avant la tenue du scrutin proprement dit, celle de la campagne électorale officielle, s'ouvrira ce jeudi 15 octobre à minuit pour une durée de 15 jours, soit 48 heures avant le scrutin. Chacun des 4 candidats en course pourra désormais battre campagne librement et en toute légalité sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'auprès de la diaspora ivoirienne. Un mot à l'endroit des 7 495 082 électeurs inscrits sur la liste électorale, mais aussi à l'endroit des 4 candidats. Je souhaite à chacun d'entre vous une pleine réussite dans la compétition électorale pour accéder à la magistrature suprême de l'État de Côte d'Ivoire. Battre campagne librement et en toute légalité, c'est d'abord observer strictement le code électoral et le code de bonne conduite que vous vous êtes librement donné. La CEI, qui a donné l'assurance d'une élection sécurisée, a aussi pris des dispositions pour une bonne tenue de la campagne. La CEI, pour sa part, a pris toutes les mesures idoines en étroite collaboration avec les autorités de régulation des secteurs de la communication, de l'audiovisuel et de la presse, ainsi qu'avec les autorités gouvernementales compétentes pour garantir à vous tous, candidats, l'égalité des chances, le droit et la liberté de battre campagne. Nous veillerons au bon déroulement de la campagne et au respect des dispositions légales. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kouibiert, et son équipe, engagés dans la dernière ligne droite de l'organisation du scrutin, sont à l'œuvre pour donner à cette élection une crédibilité et une transparence sans faille. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels désormais opérationnelle. En effet, les parlementaires et sénateurs ivoiriens ont adopté récemment à l'unanimité le projet de loi organique portant attribution, composition et fonctionnement de la CNRCT. Mahama Traoré. L'acte qui consacre le statut d'institution de la République à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels vient d'être posé. Mardi dernier, l'Assemblée nationale et le Sénat ont de concert adopté à l'unanimité le projet de loi organique portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. L'institution est désormais habilitée à exercer ses missions, entre autres la médiation pour la prévention et la gestion des conflits, la promotion des us et coutumes, du civisme et des idéaux de paix et de développement. Depuis 2014, la réhabilitation de la chefferie traditionnelle, la restauration de sa dignité est en cours.
Grand merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, initiateur de tout ce processus et grand protecteur de cet organe de cohésion sociale, de médiation, de réconciliation, de règlement de litiges et conflits dans les villages et entre les communautés. Sa prodigieuse vision nous conforte dans notre volonté d'œuvrer à la promotion de l'idéal de la noble mission assignée à la chefferie traditionnelle, qui est de toujours participer à la construction et à la consolidation de la nation. Conformément à ses prérogatives, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a entrepris une tournée nationale de sensibilisation pour des élections apaisées du 3 au 12 octobre dernier. Le président du directoire de l'institution dresse le bilan de cette mission. Il résulte de la tournée nationale de sensibilisation que le peuple ivoirien tient fermement à la paix, à des élections apaisées avant, pendant et après le 31 octobre 2020 et ne veut en aucun cas revivre la guerre fratricide issue de la crise post-électorale 2010-2011. C'est en 2014 que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a vu le jour. Dans l'actualité nationale également, le lancement des travaux du bâtiment annexe de la Tour F dans la commune du Plateau. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a posé il y a quelques jours la première pierre de cet immeuble. Coût des travaux, 14,3 milliards de francs CFA. Mahama Traoré. Moussa Sanogo pose la première pierre du bâtiment annexe de la Tour F de la Cité financière, un immeuble de 13 étages qui abritera les bureaux supplémentaires de la Direction générale du budget et des finances. Plusieurs motifs justifient sa construction. Que la Tour F de la Cité financière présente aujourd'hui, après 50 ans de fonctionnement, de nombreuses insuffisances, à savoir la vétusté des locaux, la dégradation très avancée des installations techniques, entraînant une insécurité quasi permanente pour le personnel et le matériel de travail, ainsi que l'exiguïté des locaux face aux effectifs sans cesse croissants. L'édifice verra le jour dans 2 ans avec plus de 200 bureaux, 2 niveaux de sous-sol et 4 salles de conférence. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État se réjouit de l'aboutissement d'un tel projet. Avec notre basculement en mode budget-programme, la nécessité de renforcer tout ce qui est relatif au suivi et au contrôle des activités, la Direction générale du budget et des finances va avoir un rôle encore plus important dans notre écosystème financier. Donc il importe que les agents puissent travailler dans les meilleures conditions, qu'ils aient la très bonne motivation pour exécuter leur travail et nous permettre d'obtenir les résultats voulus. Coût total des travaux de construction du bâtiment annexe de la Tour F de la Cité financière, 14,3 milliards de francs CFA. Autre actualité, célébration aujourd'hui de la journée mondiale du lavage des mains. Objectif, emmener les populations à travers le monde à améliorer leurs habitudes quant au lavage des mains à l'eau et au savon. Thème retenu pour cette édition 2020 en Côte d'Ivoire. Le lavage des mains pour tous, les communautés s'engagent contre la Covid-19. Les explications dans ce reportage de Salima Toudia. Ce sont 10 gestes simples, mais efficaces pour assurer le lavage des mains. Une bonne pratique rappelée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lavage des mains, organisée par la Direction de l'hygiène publique et de la santé environnement. Le lavage des mains au savon pourrait réduire de 47% le taux d'incidence de la diarrhée selon l'OMS. Et l'UNICEF rappelle cette importance dans la maladie à coronavirus. Cette année, la célébration revêt d'un caractère particulier au vu de l'importance du lavage des mains dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Et je ne peux que féliciter le gouvernement d'avoir choisi le thème « Le lavage des mains pour tous ». Les communautés s'engagent contre la Covid-19. Le pays enregistre de moins en moins de cas actifs
de Covid-19 depuis plusieurs semaines. Nous avons tous l'assurance que la bonne pratique de lavage des mains par l'ensemble de la communauté a contribué significativement à ce résultat. C'est maintenant qu'il faut maintenir l'élan. En Côte d'Ivoire, une simple pratique de lavage des mains avec du savon peut sauver la vie de plus de 5 enfants de moins de 5 ans par jour, selon l'UNICEF. La Côte d'Ivoire est donc à ce rendez-vous, eu égard à l'engagement pris par le ministère de la Santé de promouvoir l'hygiène. Notre pays est de plein pied dans la mise en œuvre du lavage des mains à l'eau et au savon. Cette précaution nous permet de prévenir les infections manu portées, encore appelées maladies des mains sales. Au rang de ces maladies vient malheureusement de s'ajouter, depuis décembre 2019, la maladie à coronavirus 19. Dans ce contexte de la pandémie de la Covid-19, le lavage des mains à l'eau et au savon prend toute son importance. Dans le cadre de cette célébration, plusieurs villes du pays sont sillonnées afin de sensibiliser les populations sur l'importance du lavage des mains. Voilà, lavage des mains et respect des gestes barrières. Nous allons ainsi tous vaincre le coronavirus. 34 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À la date du 14 octobre 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 20 217 cas confirmés de coronavirus, dont 19 872 personnes guéries et 121 décès. Environ 39 millions de cas confirmés de coronavirus dans le monde entier. Le secteur du travail est profondément touché. En Côte d'Ivoire, il faut repenser le dialogue social entre dirigeants et salariés. C'est ce que propose Die Ulrich, un administrateur du travail. Il est au micro de Franck Quadio. Selon l'Organisation mondiale du travail, 94% des travailleurs dans le monde vivent dans les pays soumis aux mesures de fermeture des lieux de travail. Une idée de l'ampleur de l'impact de la Covid-19. En Côte d'Ivoire, par exemple, le secteur privé informel paie le plus lourd tribut. Plus de 90% de personnes impactées, selon Die Ulrich, administrateur principal du travail, qui dans son deuxième ouvrage, un essai, estime que le monde du travail n'était pas préparé à subir cette crise. J'ai été très sollicité par des gens qui ont appelé d'un peu partout pour savoir comment faire pour, tout en restant dans la légalité, gérer cette période qui était indéterminée et qui avait commencé. J'ai donc commencé à lire ou relire nos dispositions légales à la recherche de solutions. Et je suis allé plus loin, je suis allé regarder les dispositions légales, conventionnelles et réglementaires des autres pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai fait le même constat, notre monde du travail n'était pas prêt. Un devoir d'alerte donc, il faut pallier l'insuffisance. L'auteur préconise l'anticipation et le dialogue. La crise a duré beaucoup de temps et il apparaît clairement que l'âme la plus forte du monde du travail, c'est le dialogue social. Par ailleurs, l'autre solution, c'est de permettre que les acteurs du monde du travail soient formés. On a des employeurs qui ne dominent pas la législation du travail et on a l'administration du travail qui n'a pas les moyens de travailler, notamment les inspecteurs du travail. Il faut pouvoir anticiper. Et il y a des solutions qui doivent être des solutions locales. Le monde du travail face à la crise, l'œuvre a recueilli plusieurs contributions. Die Ulrich est aussi l'auteur du guide pratique des relations du travail apparu en mai 2017. Autre actualité, une plateforme pour évaluer les performances des produits de consommation proposés sur le marché ivoirien. Top Conso, c'est son nom, a été lancé le 8 octobre dernier par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Découvrons-la dans ce reportage de Francis Boifo. Top Conso. C'est un baromètre national de la consommation conçu pour réaliser près de 100 sondages catégoriels de produits, de biens et services mis à la disposition des entreprises.
l'enquête pilote porte sur la consommation du riz. Qui mange du riz? Vous en mangez à quelle heure? Vous en mangez comment? Vous l'achetez où? Vous l'aimez? Quelles sont les marques préférées? Ce sont toutes ces informations que l'on pose directement aux consommateurs pour que, en fonction de ces informations stratégiques, eh bien, les entrepreneurs, les commerçants, les vendeurs puissent prendre des décisions qui satisfassent au mieux le consommateur. Cette plateforme a été lancée récemment par une entreprise privée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. L'objectif recherché, c'est de communiquer davantage avec les uns et les autres, que ce soit nos ressortissants, que ce soit les autorités et que ce soit d'autres partenaires, des investisseurs qui viennent pour des informations par rapport aux possibilités que nous avons et leur permettre justement d'investir. Tout utilisateur de l'application Top Conso devra payer par an 1 500 francs CFA pour pouvoir comparer chaque semaine les prix de 100 produits courants. Poursuivons ce journal avec la rentrée judiciaire de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. La présidence de cette juridiction consulaire a fait le point des activités. Environ 700 arrêts ont été rendus par la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Les explications dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. Il s'agissait de la rentrée judiciaire de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan, mais le premier président a fait le bilan d'exercice des deux juridictions de commerce de Côte d'Ivoire. Ainsi, au niveau du tribunal de commerce, 3231 jugements et ordonnances de référé ont été rendus sur 3790 affaires enrôlées. Quant aux ordonnances, 4237 décisions ont été prononcées sur 4277 requêtes introduites. En ce qui concerne la Cour d'appel de commerce d'Abidjan, sur 707 appels reçus, cette Cour a rendu 659 arrêts, 2 ordonnances de référé rendues sur 2 affaires reçues et 222 ordonnances sur requêtes rendues sur 222 requêtes reçues. Ce travail a été accompli dans le respect des délais imposés par le législateur, qui sont pour la procédure de fond de 4 mois maximum pour le tribunal de commerce et de 3 mois pour la Cour d'appel. Efficacité, diligence et transparence auront donc été les maîtres mots des juges consulaires dans le règlement des litiges commerciaux, à la grande satisfaction des milieux économiques et de l'entreprise. Si les juridictions commerciales croient avoir rempli leurs obligations avec loyauté, ils appellent l'État à solder ses comptes. Les juridictions de commerce souhaitent ardemment, Madame le chef de cabinet, que l'État de Côte d'Ivoire remplisse également ses obligations, en les dotant de sièges appropriés, en mettant à leur disposition des moyens de service suffisants et en payant aux juges professionnels et consulaires, aux greffiers et personnels administratifs, les primes et indemnités prévues à leur profit par le législateur depuis plusieurs années, en contrepartie de la suggestion qui leur impose. Après les réquisitions du procureur général, la Cour a également élevé en juge consulaire l'homme d'affaires et conseiller René Max de la Force et reçu la prestation de serment du magistrat Judith Andayapo. Toujours en Côte d'Ivoire, environ 300 cas de rackets commis par les forces de l'ordre. Le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kissi, a fait récemment le point sur la situation. Les détails, Abou Sanogo. La lutte contre le racket connaît des avancées sur le terrain. À ce jour, l'unité de lutte contre le racket a enregistré plus de 244 cas de racket commis par les forces de défense et de sécurité au vu des documents remis au chef du parquet militaire, le contre-amiral Ange Kessi Benakwame, par le commandant de cette unité, suivi d'un point sur la situation du racket en Côte d'Ivoire. À cet effet, le chef du parquet militaire a indiqué que malgré les efforts de cette unité depuis sa mise en place, cette infraction continue de faire l'objet de nombreuses plaintes au tribunal militaire. Par conséquent, beaucoup reste à faire. Un accent particulier est mis sur la sensibilisation des hommes en uniforme. Toutes ces actions ont pour objectif de réduire ce fléau à un seuil tolérable. Et c'est en cela que le tribunal militaire apportera toujours son soutien à cette unité. Quant à la haute autorité pour la bonne gouvernance, elle s'est engagée à accompagner l'unité de lutte contre le racket
par le renforcement des capacités de ses agents. Notons que tous les 3 mois, le comité de lutte contre les rackets composé de l'unité de lutte contre les rackets, la haute autorité pour la bonne gouvernance et le parquet militaire se réunissent pour faire une évaluation sur ce fléau. Direction à présent le département de Sinématiali, dans la région nord du pays. 4 villages, notamment Nanangoun, Yeti, Dankaa, Berka et Namignon, ont été connectés récemment au réseau électrique national. Et cela pour le plus grand bonheur des populations qui ont également accueilli une toute première école primaire dans le village de Namignon, à Mississauga. L'heure est à la fête dans les localités de Nanangoun, Yetidenka, Beka et Namignon, sous-préfecture de Kabolodougou dans le département de Sinématiali. Ces 4 villages viennent d'être connectés au réseau électrique national. C'est le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, qui effectue la mise sous tension pour sortir ces localités de l'obscurité. Un jour mémorable pour les habitants. C'est une bonne chose pour les villages. Ça permet aux villages de se développer. On a dit qu'il y a l'eau glacée, on peut les maquiller, permettre aux élèves de pouvoir travailler, même les enseignants de pouvoir mieux faire les fiches, mieux faire les préparations, mieux encadrer les enfants. Ça sera comme en ville maintenant. Les moulins aussi vont fonctionner normalement comme il se doit. Les femmes aussi pourront utiliser des mixeurs. Un autre acte de développement célébré encore à Namignon, l'inauguration de la toute première école primaire de ce village. 2 bâtiments de 6 classes, plus 2 bureaux entièrement équipés et un logement pour maître. Coût de réalisation, plus de 60 millions de francs CFA, dont un cadre de Namignon, Benoît Adamayo, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT. Un village qui a plus de 500 âmes, donc absolument il faut de la lumière, il faut effectivement des écoles. Donc on s'est attelé en tout cas à mettre cette école-là à la disposition des populations. C'est vrai, quand vous regardez ici, il y a peut-être 5 ou 10 km en tout cas entre les villages. Donc c'est vraiment une particularité et chaque village a effectivement une école primaire. La double cérémonie de la mise sous tension de ces 4 villages et l'inauguration de la nouvelle école primaire de Namignon. Pour le ministre Issa Coulibaly, ces actions entrent dans la droite ligne du programme social du gouvernement. Ce programme vise plus spécifiquement à fournir aux populations des services de santé efficients, à faciliter l'accès et le maintien des enfants à l'école, à favoriser l'accès des populations aux services sociaux de base que sont le logement, l'énergie, l'eau potable et le transport à un coût abordable. Le ministre Issa Coulibaly a annoncé plusieurs autres projets dans la sous-préfecture de Kabolodougou, entre autres adduction en eau potable, construction des centres de santé et de collèges de proximité. Retour dans le district d'Abidjan, la 31e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est en fin de promotion. Les 238 élèves officiers ont donc effectué il y a quelques jours leur sortie officielle dans la commune de Yopougon. Des festivités en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le général Vagando Diomandé est au micro de l'enseigné Bakayoko. Au nombre de 238, tous ces officiers sont issus de l'École supérieure des transports maritimes et de l'École supérieure de navigation. Occasion pour la haute hiérarchie de l'école de plaider en faveur de l'obtention de stages embarqués au bénéfice des élèves navigants ainsi que de l'acquisition d'un navire-école pour résorber l'épineuse question des déplacements en mer. Ce n'est pas tout. Il y a quelques années, nos parcours étaient pris en charge par le département de l'État et nous souhaitons que cela puisse se faire pour soulager un temps soit peu notre trésorerie. Malgré toutes ces difficultés, l'institution veut demeurer un acteur incontournable de formation des acteurs privés et publics dans le domaine maritime. Je reste confiant en l'Académie régionale de la mer pour la qualité du travail abattu et qui vaut désormais à cette école d'être sélectionné par l'Union africaine comme centre d'excellence et par la CEDEAO comme centre d'excellence de la formation dans le domaine de la sécurité et de la climat. Le gouvernement s'engage à soutenir ces efforts. Plusieurs projets dont la réhabilitation des infrastructures ont d'ailleurs déjà été validés. Des projets appuyés par les partenaires, notamment le Japon,
qui a octroyé 3,2 milliards de francs CFA pour le renouvellement du matériel pédagogique. Pour la Côte d'Ivoire, l'enjeu en vaut la chandelle. 80% des échanges commerciaux internationaux passent par la mer. Pour pérenniser sa fulgurante ascension sous la houlette du président Alassane Ouattara et pour s'ancrer dans le peloton des têtes des économies en forte croissance, la Côte d'Ivoire doit dynamiser ce secteur à travers des instituts de formation maritime comme l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Pour cette année 2019-2020, ils sont 579 élèves en formation initiale. Pour terminer, l'actualité hors de chez nous. Au Mali, 3 jours de deuil national décrétés en mémoire des victimes de la double attaque survenue récemment dans le centre du pays. Cet hommage commence aujourd'hui, jeudi 15 octobre 2020. 24 personnes, dont des civils et des militaires maliens, ont été tuées dans cette offensive. Voilà, très bonne suite de nos programmes. Merci à vous de nous avoir suivis.